Corps à corps, corps à corps. Et bonjour à tout le monde, bienvenue sur Toxin. Je suis évidemment très heureuse de vous retrouver après les vacances estivales pour commenter l'actualité. Et actualité il y a, on revient immédiatement sur ce qui s'est passé le 15 août et évidemment sujet qui continue, cette discussion entre Vladimir Poutine et Donald Trump et désormais Zelensky et les Européens autour d'un possible cessez-le-feu et puis finalement d'une paix en Ukraine. Alors je vous rappelle un peu les dernières informations évidemment. Le 15 août, Vladimir Poutine et Donald Trump, vous l'avez suivi, avaient rendez-vous, se sont retrouvés en Alaska pour discuter de cette paix en Ukraine, d'éventuels également partenariats économiques depuis la base aérienne américaine d'Anchorage, qui est quand même, je le rappelle, la plus grande ville de l'État d'Alaska. C'est évidemment symbolique, c'est un refuge ultra sécurisé, militaire, américain, canadien. La première ligne de défense de l'Amérique, comme l'avait qualifié Trump en 2019. C'est aussi une ancienne colonie de l'Empire russe. Donc on est évidemment ici sur des enjeux qui sont stratégiques et symboliques, comme toujours. Le premier sujet qui était abordé, c'était l'Ukraine et les Européens qui espéraient derrière ce cessez-le-feu en Ukraine, évidemment. Donald Trump qui avait promis la veille qu'il ne repartirait pas sans une forme de cessez-le-feu. C'est en tout cas ce qu'il avait évoqué sur Fox News. Alors, comment finalement interpréter cette grande rencontre en Europe, ici, on juge que finalement la montagne a accouché d'une souris. On juge que l'amateur a joué contre le maître. C'est un des titres de l'Express signé par Jean-François Copé. Que Poutine s'est essuyé les pieds sur Donald Trump. Que Vladimir Poutine, d'ailleurs, peut-être aussi semblait malade. Voilà aussi ce que dit Gala. Donc nous, on va tenter de mieux comprendre ce qui s'est passé pendant cette grande rencontre. Et puis évidemment, derrière, interpréter ce qui se joue aujourd'hui, l'Ukraine et les Européens aujourd'hui, avec autour de Volodymyr Zelensky, s'envolent pour Washington et vont tenter eux aussi de négocier en direct avec Donald Trump. Donc pour mieux comprendre tout ce qui se passe, on en parle avec mes deux invités. Bonjour Frédéric Egouy. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Journaliste indépendant, évidemment. Vous êtes grand spécialiste des affaires internationales et auteur du Substack Chronique d'un effondrement. Et puis, bonjour Nicolas Mirkovic. Bonjour Clémence. Merci beaucoup d'être avec nous. Analyse géopolitique, président de l'association Ouest-Est, auteur de Bienvenue au Kosovo aux éditions du Rocher. Le chaos ukrainien et dernièrement l'Amérique Empire aux éditions Temporis. Alors avant de vous donner la parole, peut-être pour nous remettre un peu finalement dans le bain, voyons cette poignée de main qui a été beaucoup interprétée également, poignée de main entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Donald Trump, le président américain, qui attend donc le président russe. On est en Corrèze, on est en Alaska, et donc la scène que vous voyez se fait en direct, les applaudissements de Donald Trump pour Vladimir Poutine. C'est un spectacle et c'est de la bonne télé, selon Donald Trump. Effectivement, et vous allez voir les deux hommes donc s'avancer. Ça aussi, c'est une image qui a été préparée par les Américains. Pour le coup, s'avancer, encadrés par les chasseurs F-22. Et la poignée de main entre les deux hommes. Donald Trump avait promis qu'il tenterait de convaincre Vladimir Poutine d'aller vers un cessez-le-feu. C'est maintenant que ça va se jouer, les 21h10. Leur rencontre, qui ne se fera pas, je vous le rappelle, en tête-à-tête, va commencer normalement dans une vingtaine de minutes. Et les deux présidents qui s'avancent et qui parlent en anglais, forcément en anglais, Claude Blanche-Maison. Et voilà, et puis depuis, bien évidemment, la réaction européenne, la réaction française. Je vous propose d'écouter Emmanuel Macron. La guerre est revenue, écoutez-le. Nous avons aujourd'hui à regarder notre destin en face. La guerre est revenue en Europe. Et ceux qui pensent qu'elle est très loin et que ne nous concerne pas sont les mêmes somnambules que ceux d'hier. Ceux qui pensent qu'on peut être libre en étant faible, ceux qui pensent qu'on peut être libre en continuant de vivre comme s'il n'y avait pas la guerre et un monde de prédateurs à nos portes, sont ceux qui, de fait, et ils n'auront peut-être pas à en répondre, mais préparent la défaite de demain. Au fond, c'est ceux qui ont décidé d'être déjà soumis. Évidemment, on va revenir sur cette sortie d'Emmanuel Macron qui a l'air de viser quand même le président américain. Et puis, écoutons aussi ce deuxième extrait. Nous devons nous préparer. Si nous voulons être libres, n'oublions jamais les sacrifices qu'il y a derrière cette liberté. Et n'oublions jamais que c'est notre responsabilité aujourd'hui, dans ce monde imprévisible, plus dangereux,
fait de tant de prédateurs, de tout faire pour que la France n'ait jamais à subir ce qu'elle a alors subi. Intéressant. Alors, cette montagne aurait-elle accouché d'une souris? On va commencer par ça. On va commencer par vraiment comprendre ce qui s'est passé, ce qui a avancé, ce qui n'est pas avancé lors de cette grande rencontre, en tout cas, qui de toute façon est historique de fait, entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Nicolas Mirkovic, je peux commencer. Non, elle n'a pas du tout accouché d'une souris. En tout cas, pour l'instant, c'est extrêmement intéressant ce qui s'est passé d'un point de vue diplomatique. C'est-à-dire que les États-Unis, qui sont à l'origine de cette guerre, je ne vais pas refaire toute la genèse du Maïdan, de l'ingérence américaine qui est largement documentée aujourd'hui, pour renverser un gouvernement démocratiquement élu, puis une guerre civile entre Ukrainiens, et puis finalement l'invasion de la Russie en 2022. Les Américains ont leur trace de doigt partout sur l'Ukraine aujourd'hui et sur la situation dans laquelle ils se trouvent. Le fait que les États-Unis décident de reprendre la voie diplomatique est extrêmement encourageante. N'oublions pas que la dernière fois que Biden, l'ancien président américain, et Vladimir Poutine s'étaient rencontrés, c'était en l'été 2021, et que depuis, il n'y a plus eu d'informations, plus de communication directe entre les présidents, avec Biden qui, avant même, je pense que juste après qu'il ait été élu, avait traité Poutine d'assassin. Tout l'État profond américain, les médias américains avaient voulu enfoncer la Russie, ne cherchaient pas à dialoguer. Le fait que Donald Trump, qui avait promis pendant sa campagne électorale qu'il mettrait fin à la guerre en 24 heures, bon, il a fait du Trumpisme, hein, il s'est emballé, Oui. mais on est habitué à son discours, invite Vladimir Poutine en Alaska est extrêmement important. Pourquoi? Ça veut dire que les États-Unis, qui sont quasiment à 100%, on va dire peut-être aujourd'hui à 90% derrière l'Ukraine, décident de discuter avec la Russie. Le projet américain de renversement du régime, d'ingérence en Ukraine aujourd'hui, n'a pas fonctionné. Et au lieu de s'enfoncer, de continuer à faire la guerre jusqu'à un niveau qui pourrait être catastrophique pour l'humanité entière, Donald Trump, contrairement à Biden, décide de discuter. Et ça, c'est extrêmement important parce que les Russes ont accepté l'invitation, ils ont discuté, et les deux camps sont sortis en disant qu'ils avaient fait des progrès. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils ont réglé le problème? Non, mais n'oublions pas que le sujet ne concerne pas que l'Ukraine. Je ne cesse de le dire, les différends entre Washington et Moscou sont multiples. Le Moyen-Orient, la Chine, les terres rares, l'Arctique. L'Arctique, puisque, oui, tout à fait. Tous ces sujets sont discutés entre Washington et Moscou. Il n'y a pas que l'Ukraine. Et Donald Trump veut clairement se désengager de l'Ukraine qui a été un gouffre financier pour les Américains, comme il est un gouffre financier pour nous. Sauf que les Américains ont à leur tête quelqu'un qui se dit bah, écoutez, je veux me retirer de cela. Officiellement, c'est pour limiter le nombre de morts, mais la véritable raison, c'est parce que ça coûte beaucoup d'argent aux contribuables américains. Donc, c'était impossible qu'ils sortent avec un traité à cause de ces nombreux sujets qu'ils doivent gérer en même temps. Mais je pense que sur le sujet ukrainien, ils ont avancé. Et le fait que les médias européens aient dit le contraire montre à quel point nous sommes endoctrinés. Et au lieu de louer la volonté de la Maison-Blanche de revenir à la diplomatie, de discuter avec Moscou, eh bien, accable Donald Trump de tous les mots, le traite de traître. On a vu dans la presse des personnes qui disaient que Donald Trump était un agent du KGB. Enfin, c'était devenu très, très ridicule. Les donneurs de leçons en complotisme qui étaient au premier rang des complotistes. Donc non, c'est positif, mais non, c'est pas parce qu'ils se sont rencontrés qu'ils vont trouver une solution à cause de ces différents sujets, mais je pense que c'est très bien qu'ils se soient rencontrés. Oui, alors il y a quand même beaucoup de choses qui ont été mises en avant. D'abord que la rencontre était censée être plus longue, que finalement elle était écourtée. Est-ce que cela signifie que finalement il y a eu une mésentente, qu'ils n'ont pas réussi à avancer plus loin? Et donc ce qui irait dans le sens, on va dire, des commentateurs européens et français notamment, de dire que finalement ils n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout de leur discussion. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a eu autre chose qui s'est passé? Comment vous comprenez, vous, justement, par exemple, sur la notion du temps de cette rencontre? C'est possible, vous savez, on ne sait jamais dans ce genre de rencontre combien de temps cela va prendre. Je pense qu'ils ont passé quasiment 3 heures ensemble, ce qui est déjà assez long. N'oublions pas que c'est pas même si c'est la première fois qu'ils se rencontrent depuis l'élection de Donald Trump, ils ont leurs différents émissaires qui se parlent quasiment de manière hebdomadaire depuis plusieurs mois. Je pense qu'ils sont arrivés à un stade des négociations où il y a peut-être eu un point bloquant, ou alors ils avaient estimé de part et d'autre qu'ils avaient fait le tour des sujets.
Je le répète, il y a tout un tas de sujets différents et je pense que ça va être qu'ils avancent par séquence. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'ils ont géré un sujet, ils avancent à l'autre et il y a peut-être en effet un moment où ils se sont dit, eh bien, ça suffit pour maintenant. Il y a un sujet qui est un peu plus important pour nous, un sujet sur lequel il faut qu'on travaille. Chacun repart avec sa copie et ils vont peut-être se retrouver ou leurs émissaires vont poursuivre la discussion. Évidemment, tout le monde aurait voulu qu'ils passent 24 heures ensemble, 48 heures, qu'ils sortent avec plein de traités. C'est impossible, tellement il y a de sujets à gérer. Le fait que les deux hommes soient sortis en disant que c'était positif et que ça allait dans la bonne direction est quelque chose de positif en soi. Mais c'est sûr et certain qu'il y a il y avait des points bloquants. Sinon, ils auraient tout réglé. Le fait qu'il n'y ait pas eu de questions par la presse à la fin montre aussi que très clairement, voilà, ils n'en étaient pas arrivés au stade où ils avaient des choses à dire. Mais ils ont avancé sur différents sujets. Oui, d'ailleurs, Donald Trump a déclaré sur Truth Social que c'était une journée formidable et très réussie en Alaska dès le lendemain matin. Alors, Frédéric Egui, d'abord, vous aussi, sur ce commentaire et cette analyse, on va dire, européenne et française, évidemment, de dire que la montagne a accouché d'une souris, comment est-ce que vous êtes d'accord Est-ce que vous êtes d'accord avec Nicolas Mirkovic? Comment vous voyez les choses? Oui, je suis plutôt d'accord avec Monsieur Mirkovic. Ça va pas vous surprendre. Non, je pense que comme d'habitude, notre presse est complètement à côté de la plaque, mais à dessein. Il faut bien comprendre l'importance de ce qui s'est joué en fait. L'élément essentiel à mes yeux, c'est le simple fait que Vladimir Poutine ait été reçu par Donald Trump. Et en agissant ainsi, en fait, Donald Trump a retiré une donnée majeure de l'équation. Il a retiré la donnée morale de l'équation du conflit. C'est-à-dire que cette donnée-là n'existe plus aujourd'hui et c'est le foyer aujourd'hui du camp européen, cette donnée morale. C'est-à-dire que Donald Trump est en fait passé finalement d'une certaine manière de la doctrine Brzezinski qui place, vous savez, les droits de l'homme et qui se base sur les droits de l'homme pour asseoir ses futures conquêtes, à la doctrine Kissinger qui fait de la réelle politique et où finalement la seule morale qui vaille, c'est la défense des intérêts de la nation. Et c'est vraiment un changement de mentalité absolument majeur qui a eu lieu. C'est-à-dire qu'on a retiré, en retirant de cette équation la donnée morale, on va pouvoir avancer véritablement vers la résolution du conflit. Et ça va placer les Européens dans une position absolument intenable, parce que les Européens aujourd'hui, je vous le rappelle, si vous retirez à Emmanuel Macron et à Ursula von der Leyen la donnée morale de l'équation du conflit ukrainien, il ne reste plus que la donnée de la défense des intérêts nationaux. Or, la défense des intérêts nationaux européens ou français dans cette question-là, évidemment, il n'y en a aucun. On sait bien que c'est pas là-dessus qu'ils jouent. Donc, c'est dans la partie d'échecs qui est en train de se jouer, je pense qu'il y a un pion vraiment important qui a été avancé. C'est-à-dire que là, on n'avance pas en termes purs de résolution du conflit, même s'il y a quand même beaucoup de choses à dire. C'est-à-dire que, je vous rappelle quand même, alors je vais faire une petite aparté, même si on va en parler après, mais Emmanuel Macron expliquait en mai dernier qu'il avait réussi à convaincre Donald Trump qu'il fallait un cessez-le-feu de 30 jours et que c'était ce point-là qui était essentiel avant d'arriver vers une résolution, vers un traité de paix. Là, on est sorti de cette réunion-là avec le cessez-le-feu est passé complètement à la trappe. Comme on avait discuté déjà chez vous, d'ailleurs, il y a un petit moment, on savait que ça allait arriver. Le cessez-le-feu est passé à la trappe, les sanctions sont passées à la trappe. Je vous rappelle que Jean-Noël Barrot, notre ministre des Affaires étrangères, avait fait le déplacement à Washington. On lui avait mis Lindsey Graham, la créature du marais, dans les pattes pour faire croire les États-Unis allaient prendre des sanctions majeures à l'encontre des États-Unis. On voit bien aujourd'hui que c'est pas du tout le cas, qu'on discute beaucoup plus avant et que tout ça était histoire de faire patienter les Européens pour aller vers une résolution du conflit. Donc, c'est vraiment un des points absolument majeurs qui s'est joué. Il y en a un autre qui est important. Vous avez parlé de la presse. Et je pense que c'est pas du tout anodin le fait qu'il n'y ait pas eu de questions de la presse au moment de la conférence de presse. Oui, qui était prévu la conférence de presse. Hein, ouais. Tout à fait, mais je pense que c'est une prise de conscience. Alors, il y a deux interprétations possibles. Il y a évidemment celle que vous avez donnée, qui peut être de dire qu'ils ne sont pas tombés d'accord sur des points majeurs et que donc, on n'avait finalement pas grand-chose à dire, donc on a préféré s'en tenir là. Je pense qu'il y en a un autre qui n'est pas négligeable, qui est la prise de conscience aujourd'hui que la presse est finalement un belligérant du conflit et cherche à mettre véritablement des bâtons dans les roues dans ce processus de paix qui est complexe et qui est en cours, et où la presse occidentale aujourd'hui, concrètement, on voit très bien, lutte contre les efforts qui sont faits dans ce sens. Et aujourd'hui, finalement, la diplomatie du secret a repris le dessus, où on veut pas leur donner un os à ronger pour pas qu'ils puissent mettre à mal ces négociations qui sont ô combien complexes. Avoir
Maintenant, si Non, c'est très toutefois- intéressant comme analyse, Frédéric Egui, sauf que c'est étonnant dans ce cas-là que ça ait été prévu, parce que c'est pas nouveau tout de même que ces médias participent justement de cette belligérance, en tout cas de cette idéologie de guerre. Oui, tout à fait. Après, on peut voir la guerre préventive, un peu, si j'ose dire, qu'a mené Donald Trump face aux médias, où Oui. il sait très bien de quelle manière va être interprété le sommet, parce qu'après, il y a une réalité. Encore une fois, il revient dans le réel, Donald Trump. C'est-à-dire, il fait de la réelle politique. La réelle politique, le réel du conflit en Ukraine, c'est que la Russie va gagner sur le terrain, et c'est que la Russie va concrètement obtenir ce qu'elle souhaite. À court, moyen terme ou long terme, ça, ce sera aux Ukrainiens de le voir. C'est ce qui ressort aussi, finalement, de cette discussion-là, où et les Russes et les Américains ont finalement fini par dire, cette réalité-là, c'est que les enjeux sécuritaires devront être discutés avec les Européens. C'est-à-dire que comment la question est de savoir quand les Européens vont accepter la réalité du terrain. Et ça, c'est ce que va nous dire la réunion entre Zelensky, von der Leyen, Macron, Steinmeier, etc., qui se sont déplacés à Washington. Ça va être là-dessus qu'on va discuter, mais on va pas. Encore une fois, on n'a pas la question. La question est réglée. Il suffit de savoir maintenant le quand, la résolution du conflit. On sait où elle va finir. Ça va finir là où sont aux demandes que font les Russes, qui n'ont pas Attendez, changé. pourquoi c'est réglé pour vous de ce côté-là? C'est-à-dire, ça, il faut quand même qu'on éclaircisse ce point. C'est-à-dire que les Russes sont tellement aujourd'hui dans une situation de domination, là on parle de guerre militaire, que de toute façon, ils ne peuvent qu'imposer leurs demandes. Bah, C'est-à-dire si les États-Unis avaient pu changer le cours de la guerre par les armes qu'ils fournissent, etc., ils l'auraient déjà fait. Aujourd'hui, le soutien américain est moindre, même s'il existe toujours, qu'il n'était avant. Donc évidemment, il n'y a aucune chance de renverser les choses sur le terrain. Et qui plus est, en plus, avec des populations au sein du Donbass qui sont quand même pas forcément extrêmement favorables au régime ukrainien. Donc la situation est véritablement inextricable, mais si vous écoutez Emmanuel Macron, vous avez donné l'extrait d'Emmanuel Macron, vous voyez bien que c'est pas ce qu'il recherche finalement. Ce que recherchent les Européens, encore une fois, c'est pouvoir vendre au public, c'est-à-dire à vous, à moi et à ceux qui nous écoutent, le plan de 800 milliards d'euros d'emprunt pour financer le complexe militaro-industriel, principalement américain, je le rappelle. Et c'est ça l'objectif, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on va continuer ce jeu, ce poker menteur, où les Européens savent très bien qu'ils peuvent pas gagner, mais ils défendent des intérêts qui sont évidemment pas des intérêts moraux, comme je disais tout à l'heure, qui sont des intérêts financiers du complexe militaro-industriel, et qui vont continuer à défendre. Et c'est ça leur seul objectif. C'est ça le seul objectif de von der Leyen et le seul objectif de Macron. C'est de continuer à faire perdurer ce conflit, ce qu'ils, par ailleurs, peuvent faire. Hein. Ça veut pas dire, c'est pas parce que les Russes vont in fine gagner cette guerre qu'ils peuvent la finir demain. Ils peuvent pas, sinon ils l'auraient déjà fait. Donc, les Européens et les Ukrainiens ont les moyens de résister et de continuer à faire perdurer ce conflit sans pouvoir renverser la tendance. Ce qui satisfait très bien Zelensky d'une part, parce que le jour où le conflit est fini, sa carrière politique, voire plus, est terminée. Ce qui satisfait très bien Emmanuel Macron et von der Leyen d'autre part, parce que ça leur permet de continuer à vendre des armes grâce à vos impôts, hein, grâce à votre argent, et donc ce qui est leur objectif ultime. Donc le véritable objectif de Donald Trump aujourd'hui va être essayer de convaincre les Européens d'arriver à accepter la réalité d'un traité de paix et c'est-à-dire évidemment de rentrer dans les causes réelles et profondes du conflit, qui sont sur le conflit, comme l'évoquait Monsieur Mirkovic au début de cette interview, qui sont évidemment Maïdan, etc., donc les causes profondes du conflit, mais qui sont deux après la définition de l'architecture sécuritaire, et Vladimir Poutine l'a répété lors de cette conférence de presse, et européenne et mondiale. C'est-à-dire que du côté russe, la question, encore une fois, comme l'a évoqué M. Mirkovic, va beaucoup plus loin que la simple question ukrainienne. La question ukrainienne est évidemment importante, mais c'est pas la seule. Il se discute là quelque chose de bien plus profond, c'est-à-dire qu'on est en train de redéfinir l'architecture sécuritaire mondiale, c'est-à-dire que le monde, en fait, post-seconde guerre mondiale, où les Occidentaux dominaient outrageusement, comme ils ont pu le faire, toutes les institutions, se termine, et c'est de ça dont il est question in fine. D'accord. Alors, Nicolas Mirkovic, peut-être avec vous aussi faire un point sur où en est militairement réellement ce conflit. La Russie est-elle vraiment dominatrice? Et si oui, pourquoi? Si vous pouvez nous expliquer tout ça. Et ensuite, quelle est la position? En effet, ça m'intéresserait qu'on se plonge un peu plus là-dessus,
de Volodymyr Zelensky, parce qu'il est quand même sous pression américaine en même temps qu'européenne, mais c'est pas la même pression, pas pour aller dans le même sens, et puis de sa propre population. On voit bien qu'il y a de plus en plus de refus aussi de la population de continuer cette guerre, d'aller sur le front. Donc il faudra qu'on fasse un point là-dessus, mais allons d'abord sur militairement, où en est-on concrètement ? N'oublions pas que la stratégie de la Russie, c'est une stratégie d'attrition. C'est-à-dire que le but est de fatiguer, d'épuiser l'armée ukrainienne, qui est une armée de conscription, et aussi le matériel ukrainien. C'est pour ça que beaucoup de personnes auraient voulu voir l'armée russe, enfin auraient voulu voir ou penser que l'armée russe aurait pu avancer plus rapidement. N'oublions pas que l'armée russe a en face d'elle l'OTAN. Donc c'est extrêmement important de le rappeler, ce n'est pas que l'armée ukrainienne. Les stratèges qui conseillent l'armée ukrainienne sont des stratèges de l'OTAN, c'est-à-dire des militaires français, américains, anglais, on le sait. Le matériel, les renseignements proviennent de l'OTAN, et le matériel provient de l'OTAN, et le financement provient de l'OTAN. Donc c'est vraiment la Russie contre l'OTAN, donc ce n'est pas non plus une petite armée à laquelle la Russie doit faire face. En ce moment, cette armée est fatiguée, justement parce que c'est une armée de conscription. Et même si vous avez l'aide financière et le conseil tactique de la part de membres de l'OTAN, eh bien, à la fin, ce sont des soldats qui ne sont pas tous professionnels qui sont en train de se battre, alors que les Russes, de leur côté, ont quasiment essentiellement des soldats professionnels. Et en ce moment, ces soldats sont fatigués. N'oublions pas que certains de ces soldats se battent depuis 2014. Je le rappelle, c'est extrêmement important puisque la guerre civile entre Ukrainiens au Donbass commence en 2014 et les nouveaux arrivés ne savent pas se battre, ne veulent pas se battre. Et ça, c'est pas de l'information qui provient de Moscou. Il suffit de lire la presse ukrainienne où vous avez des centaines de milliers de jeunes Ukrainiens qui ont fui le pays ou qui se cachent parce qu'ils ne veulent pas se battre et le moral est au plus bas. Et les Russes, progressivement, dans cette guerre d'attrition, sont en train d'avancer. Ils n'ont jamais conquis autant de territoires que ces derniers mois. Donc l'armée russe est en train de gagner sur le terrain et avec des gains substantiels par rapport à par rapport à 2022. Non seulement gagne-t-elle dans le Donbass, dans les régions qu'elle réclame, les 4 régions, mais aussi ailleurs du côté de Kherson et de Soumy. Donc l'armée russe est en train de progresser et ça, c'est une source d'inquiétude majeure pour Zelensky. C'était aussi peut-être une des raisons pour lesquelles les Américains se hâtent dans ces négociations, parce que s'ils laissent les Russes continuer ainsi, militairement, ils vont arriver à Kiev. Je ne peux pas vous dire si c'est dans quelques semaines, quelques mois ou encore quelques années, mais la projection et la dynamique est clairement du côté russe, qui en plus s'est doté des moyens pour alimenter son armée. C'est-à-dire qu'ils arrivent à organiser les rotations, ils arrivent à organiser la logistique et ils arrivent à s'armer. N'oublions pas que l'OTAN n'a plus de stock dans pas mal de missiles en ce moment. Donc cette fameuse première plus grande organisation militaire du monde aujourd'hui n'est pas capable de faire tomber l'armée russe. Et ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait militaire. D'accord. Alors, côté position de Zelensky, est-ce que Zelensky n'aurait pas intérêt peut-être aussi quand même à suivre on va dire la pression, la recommandation, la ligne en tout cas américaine ? Alors, c'est extrêmement compliqué pour Zelensky. N'oublions pas qu'il a été élu par les Ukrainiens après donc du coup la guerre civile de 2014 pour ramener la paix. Il a promis de ramener la paix en Ukraine. Il y avait les accords de Minsk II qu'il aurait pu mettre en place. Et d'ailleurs, je rappelle que la France et l'Allemagne étaient garantes de ces accords de Minsk II. Si ces accords de Minsk II, donc signés en 2015, avaient été mis en place, le Donbass ferait aujourd'hui partie de l'Ukraine. Et la Russie était d'accord avec ça. Et donc Zelensky n'avait qu'à mettre en place un traité qui était signé par Kiev et par Moscou, et par les responsables et les séparatistes du Donbass. Il a été arrivé avec cette promesse, et non seulement est-ce qu'il n'a pas tenu cette promesse, les Européens, la France et l'Allemagne non plus, et il y a la responsabilité de Paris et de Berlin dans l'escalade de la guerre, mais il s'est retrouvé dans une guerre où des centaines de milliers d'Ukrainiens sont morts. Donc s'il devait signer et que ces militaires, ces jeunes et moins jeunes Ukrainiens étaient morts pour rien, je peux vous garantir qu'une partie de l'appareil militaire ukrainien se retournerait contre Zelensky. Et que n'oublions pas qu'ils ont joué avec des milices néo-nazis sur la ligne de front, des extrémistes qui en voudraient à mort à Zelensky. Donc si Zelensky doit craindre pour sa vie, c'est d'abord de son Vous ne pensez pas camp. qu'il négocierait à l'avance une exfiltration en règle avec les Américains dans ce cas-là ? Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix parce que je pense que s'il devait rester, sa cote de popularité ne cesse de chuter. Il n'y a qu'à lire le rapport du secrétariat d'État américain sur le respect des droits de l'homme en Ukraine, qui est sorti il y a quelques jours, qui dénonce les comportements de corruption, de torture
de menaces, comment dire, de restriction des libertés en Ukraine réalisées par des membres du gouvernement ukrainien. D'accord? Donc, ces fameux démocrates qu'on est censé défendre et protéger, lisez le document du secrétaire d'État américain, donc le gouvernement de Trump, ce qu'ils disent sur Zelensky et son gouvernement et sur la gestion des droits de l'homme en Ukraine. Donc, si il devait signer la perte de territoire en faveur de la Russie, s'il devait signer l'impossibilité pour l'Ukraine d'intégrer l'OTAN, c'est sûr et certain que dans ses propres camps, certains lui en voudront. Parmi les sujets négociés, il y a très, très certainement son exfiltration. Et je ne parle que du camp de Zelensky, parce que Zelensky, enfin, du camp ukrainien, parce qu'il s'est fait évidemment des ennemis en dehors de l'Ukraine aussi, Zelensky. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Zelensky, il a besoin d'un bailleur de fonds. L'Ukraine ne peut pas mener cette guerre toute seule. N'oubliez pas que c'est une guerre civile, donc il y a toute une partie d'Ukrainiens qui sont déjà pas d'accord avec Kiev, et que derrière, maintenant, la Russie est entrée militairement, et donc ça change l'équation. Également, sans bailleurs de fonds, c'est-à-dire sans l'Union européenne, sans le FMI ou la Banque mondiale, qui sont... L'Union européenne, pour le moment, elle est encore là. C'est plutôt les États-Unis qui se retirent. Oui, mais sans les États-Unis, eh bien, l'Ukraine aura besoin d'un bailleur de fonds. Donc, il va se tourner vers les Européens. Oui. Pardon? Il va se tourner vers les Européens. Et voilà, mais ce seront les Européens. Il ne resterait plus que les Européens. Mais les États-Unis et les Européens, c'est plus ou moins moitié-moitié. Aujourd'hui, les Européens, l'Union européenne donne un peu plus que les États-Unis. Mais vous enlevez la moitié des ressources que vous avez jusqu'à présent. Et avec les ressources combinées, vous perdez face à l'armée russe. Si vous avez que la moitié, et en plus la partie la plus faible, c'est-à-dire que l'Union européenne, on l'a bien vu que dans les stocks des armées otaniennes de l'Europe, il y a ces stocks-là qui sont réduits quasiment à zéro. Mais donc on voit bien, en fait, en allant jusqu'au bout de cette discussion, que de toute façon, il est pris au piège, Volodymyr Zelensky, puisque, a priori, si les Américains se retirent, de toute façon, ils s'enfoncent dans un gouffre sans fin. Oui, donc il aurait plutôt intérêt à négocier maintenant, non? Il aurait dû signer. Oui, mais après, vous savez, c'est le désespoir. Il a peur pour sa vie. Au bout d'un moment, vous savez, c'est comme ces joueurs invétérés de casino. C'est-à-dire qu'ils mettent une pièce, c'est juste qu'ils se disent la prochaine, je gagne, la prochaine, je gagne. Et c'est ce qu'ils continuent de faire. Mais ce qu'ils continuent de faire aujourd'hui, rationnellement, militairement, politiquement, eh bien, tous les vents sont contraires pour Zelensky et pour les responsables de l'Union européenne qui veulent continuer cette guerre. Mais ils sont dans le fanatisme, ils sont dans l'idéologie, ils sont dans ça va bien se passer, on va y arriver. On va revenir sur les Européens, évidemment, Emmanuel Macron. Hein, c'est encore un volet. Mais déjà, je trouve ça vraiment très intéressant ce que vous nous dites sur Volodymyr Zelensky. Là-dessus, Frédéric Egui, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je peux ajouter quelque chose. Oui, je suis tout à fait d'accord. Déjà, c'est évident qu'il craint pour sa vie et a raison parce qu'il sait avec qui il a frayé et il a frayé avec des milices, on va dire, ultranationalistes si on est gentil. Et donc, évidemment, son pouvoir dépend de ces gens et le jour où il abandonne des territoires, c'est ce que ces gens ne refusent absolument, ça deviendra un ennemi à leurs yeux. Donc, c'est très compliqué pour lui. Et exactement, ils savent de quoi ils sont capables. Donc, ça, c'est une donnée pas négligeable. Et de toute façon, on peut le voir très concrètement, quelle a été sa réaction immédiate, en fait. Au lendemain des négociations entre Trump et Poutine, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une attaque aujourd'hui sur l'oléoduc. Alors, vous pardonnerez ma prononciation de Druzhba, Drouja, je ne sais pas comment ça se prononce en russe, qui est un oléoduc qui mène, qui va du Kazakhstan de la Russie à l'Europe de l'Est et qui principalement fournit notamment la Hongrie et la Slovaquie. Et donc la Hongrie, vous le savez, qui elle a une politique vis-à-vis de la Russie très différente, mais parce qu'elle dépend des hydrocarbures russes et qu'elle n'a pas l'intention de se suicider économiquement pour des raisons fallacieuses. Et donc on voit bien la réaction a été immédiatement d'attaquer cet oléoduc-là. On a Peter Szijjártó, donc le ministre des Affaires étrangères hongrois, qui s'est formellement plaint, qui a dit que c'était scandaleux, que c'était absolument inacceptable que l'Ukraine procède à une telle attaque. Et il y a eu une réponse du ministère des Affaires étrangères ukrainien qui concrètement lui a dit écoutez, plaignez-vous à la Russie, c'est pas de notre faute. Donc on voit bien que, sous-entendu, c'est la faute de la Russie parce que la Russie, le conflit est la faute de la Russie et vous n'allez pas le soutenir de cette manière. C'est un message très, très clair finalement des Ukrainiens. Sur la position qu'ils vont aborder, qui est effectivement la poursuite de cette fuite en avant et d'attaquer même ses propres alliés, parce que qu'on le veuille ou non, la Hongrie étant partie de l'Union européenne est de fait un allié de l'Ukraine, et donc de s'en prendre directement à leurs alliés, aux intérêts stratégiques absolument majeurs de leurs alliés s'ils ne suivent pas la voie que compte suivre. Donc
Évidemment, on va poursuivre cette fuite en avant. Le discours de Macron que vous avez passé tout à l'heure, c'est exactement la même chose. Si vous écoutez von der Leyen, c'est la même chose. Donc, bon, la partie se poursuit finalement de la même manière. On continue avec le même jeu. Effectivement, Alors on oui, alors c'est ce continue que à défendre. je voudrais rester un tout petit peu sur Emmanuel Macron. On a en effet entendu ces extraits. Que souhaite Emmanuel Macron finalement au fond quand il se fait comme ça le chef de guerre, comme on l'a déjà vu d'ailleurs de nombreuses fois, finalement il ne fait qu'endosser son costume préféré. À votre avis, Frédéric Aiguille, là on revient peut-être plus sur une politique nationale. Alors, Ouais, quels sont oui, ses intérêts? peut-être. Ouais. Peut-être que c'est sûr qu'il veut se donner une prestance qu'il n'a pas du tout au niveau national, mais en tout cas, à mon sens, c'est vraiment, encore une fois, la poursuite d'intérêts qui ne sont pas les nôtres. C'est-à-dire que, ben, voilà, concrètement, on essaie de vendre le plan que je disais tout à l'heure, qui devient le dernier objectif aujourd'hui des dirigeants, alors, des dirigeants européens. C'est-à-dire, je vais mettre Starmer, Merz, le chancelier allemand, von der Leyen et Macron. Mélanie est dans une catégorie un peu différente. Elle y va quand même, Mais elle fait quand même elle y partie de va la quand coalition. oui, bien sûr, elle y va quand même, mais elle a une position qui est quand même, qui est, on va dire, plus mesurée En tout cas, plus stratégique pour elle. C'est peut-être exactement, ça, où elle défend l'intérêt italien. elle défend concrètement les intérêts italiens. Elle les défend davantage, alors que la France ne les défend pas du tout. La France défend aujourd'hui les intérêts de puissance d'argent supérieure. Voilà, si on parle pas de BlackRock dans cette discussion, si vous voulez, on rate un pan essentiel de la discussion. Aujourd'hui, on ne peut pas ne pas mentionner BlackRock, qui est un fonds d'investissement qui est aujourd'hui plus puissant que la plupart des Oui, États. qui a énormément investi sur les terres ukrainiennes. Qui a investi sur les terres ukrainiennes, qui est partie Sur la prenante reconstruction, ouais. de la reconstruction de l'Ukraine, et qui concrètement, dont le patron Larry Fink est toujours reçu avec tous les honneurs quand il vient à l'Élysée, et qui est, voilà, si vous me posez la question quels intérêts on défend, si vous passez outre évidemment la question morale, qui est une question absurde quand on parle de relations internationales, personne ne fait de la morale dans les relations internationales, tout le monde défend des intérêts, la morale n'est qu'un un papier cadeau qu'on met pour essayer de vendre tout ça au public. On peut refaire toutes les dernières guerres qu'on a fait, on peut refaire l'Irak, on peut refaire la Libye, on peut refaire la Syrie, tout ce que vous voulez. La morale là-dedans n'a pas lieu d'être. On défend des intérêts stratégiques. Et aujourd'hui, les intérêts stratégiques sont pas ceux de notre pays, si vous voulez. C'est ça qu'on peut et qu'on doit reprocher. Oui. Ce qui est incroyable d'ailleurs, c'est que les États-Unis, avec Donald Trump, ont réussi. On a l'impression, en tout cas, c'est l'image qu'on a aujourd'hui, se sortir de cette, on l'appelle ça comme on veut, état financier, état profond, intérêt supérieur. En tout cas, on réussit à avoir ici une ligne de Donald Trump qui correspond à ce qu'il avait promis dans sa campagne, c'est-à-dire America First, ce qui n'est pas du tout le cas ici de la France ou des Européens, puisque vous l'avez bien souligné, la France n'a aucun intérêt, contrairement à ce que dit Emmanuel Macron, évidemment, dans cette guerre. Non, et vous remarquez que d'ailleurs, on ne parle jamais de nos intérêts stratégiques. C'est-à-dire que la seule chose qu'il évoque quand on parle de la guerre en Ukraine, ce sont des questions morales, en fait. Et ça va être de dire, la peur des Russes, qui est de dire, mais attendez, si on cède ici, les Russes vont venir jusqu'à Paris, bon, ce qui est quand même, ce qui est vraiment absurde au plus haut point, mais bon, peu importe. Ou alors le fait de dire, effectivement, la question morale, de dire, mais si on laisse les Russes gagner, ça veut dire qu'on laisse, concrètement, je caricature, mais c'est ça qu'il dit, ça veut dire qu'on laisse le méchant gagner, on peut pas laisser le méchant gagner, parce que, oh là là, quand même, c'est très mal. Oui, en nous ramenant aux heures sombres de notre histoire, en nous ramenant d'ailleurs par effet de confusion, sur les méchants, entre guillemets, évidemment, et les gentils des anciennes guerres. Alors n'oublions pas où était positionnée la Russie. Enfin, tout ça est quand même... voilà, on est vraiment dans un flou historique, mais il fait vibrer son discours. On entend un peu les trémolos dans la voix, sur le retour de la guerre à nos portes, comme si on avait des nazis à nos portes, et aujourd'hui les nazis seraient les Russes, voilà, dans un grand esprit de confusion. Mais donc, effectivement, juste pour revenir sur ce que vous disiez, on voit en tout cas que l'administration Trump a totalement changé son fusil d'épaule, comme vous le disiez, en tout cas sur cette question. Je n'irai pas sur tout, sur Israël ou quoi. Oui, tout à fait. Le sujet peut être différent, mais en tout cas sur la question russe,
voilà, encore une fois, on a vraiment un changement de doctrine fondamentale. C'est-à-dire qu'on passe vraiment de Brzezinski à Kissinger. C'est très différent. On arrive dans la réelle politique et là, on enlève les faux semblants et on dit non, on va défendre nos intérêts. Quels sont nos intérêts? Et les États-Unis défendent aujourd'hui leurs intérêts et essaient de les défendre au mieux. Évidemment, leurs intérêts, c'est pas aujourd'hui d'aller s'enferrer dans une guerre absolument ingagnable contre la Russie qui peut en plus déraper en guerre nucléaire si jamais ça devient trop chaud. Donc, non, il y a vraiment un changement majeur là-dessus du côté américain. Côté européen, en revanche, effectivement, pas du tout. Ouais, alors, Nicolas Mirkovic, un point quand même sur Emmanuel Macron également, critique, on va dire, au niveau national peut-être. Et puis, j'imagine que vous allez peut-être vouloir nous dire un mot sur BlackRock, puisque Frédéric Egouy l'a abordé. Et ensuite, j'aimerais bien ensemble qu'on aborde évidemment ce qui va se passer et comment on peut voir la suite des événements. Mais d'abord, Emmanuel Macron. Oui, on peut déjà dénoncer le double discours des Européens que le monde entier rejette aujourd'hui. Il n'y a que les Européens et peut-être quelques pays atlantistes qui sont bercés de ces illusions, comme quoi les atlantistes défendent la démocratie, le droit international. C'est faux. Pour Emmanuel Macron, on ne peut pas changer les frontières de l'Ukraine, mais quand la France a participé dans l'attaque illégale de la Yougoslavie en 1999 et qu'elle a participé à créer l'État fantoche du Kosovo, je n'ai pas vu Emmanuel Macron revenir sur la décision de la France de reconnaître l'indépendance du Kosovo. N'oublions pas que nous avons un membre de l'Union européenne, Chypre, qui depuis 1974 est occupé illégalement par la Turquie. Je n'entends pas des cris d'orfraie de la part d'Ursula von der Leyen ou d'autres responsables politiques européens. Et je ne parle même pas de nos aventures militaires en Afghanistan, en Libye, en Irak, qui ont servi quoi? Est-ce qu'on a servi les intérêts français? Nulle part est-ce que nous avons servi les intérêts français. Partout, nous avons servi les intérêts de Washington. Partout, nous avons servi, nous, de chars à canon. Les soldats français sont morts pour ces guerres atlantistes. Et nulle part est-ce que nous avons apporté la paix. On a au contraire remis les talibans en place en Afghanistan, laissé l'Irak dans les ruines du chaos d'un pays complètement divisé. Et la Libye, c'est pareil. La Libye, on a même mis en place un gouvernement qui impose la charia, qui a imposé la charia. Donc, il faut arrêter ce double discours, ce faux discours. Aujourd'hui, Emmanuel Macron ne se bat pas du tout pour défendre les intérêts français. Et s'il le faisait, il aurait cherché la paix depuis le début, parce que l'intérêt des peuples européens est de trouver la paix, notamment avec la Russie, qui est aujourd'hui la première puissance européenne en PIB, en parité de pouvoir d'achat. C'est d'ailleurs ce qu'a rappelé Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, il y a quelques jours, où il disait, mais la Russie est une grande puissance internationale. La Russie, c'est la première puissance internationale nucléaire, et la deuxième au niveau de nucléaire stratégique. La première en tactique, c'est une grande puissance qui arrive à faire face à plus de 30 000 sanctions imposées contre son économie, ses entreprises ou certains de ses responsables politiques et économiques. Et c'est ce que les États-Unis disent. Il faut en effet, comme l'a dit Frédéric Egouy il y a quelques instants, du réel politique. Donald Trump se rend compte que la Russie d'aujourd'hui n'a rien à voir avec la Russie de 1999, sur laquelle s'étaient rués tous les oligarques atlantistes pour faire main basse. D'ailleurs, il y avait les oligarques russes aussi, mais pour faire main basse sur l'économie russe et qui était en complète décomposition. Vladimir Poutine, on peut en penser ce qu'il veut, il a reconstruit son pays, il en a refait une puissance politique, économique et militaire, puisqu'aujourd'hui, l'armée russe fait face à l'OTAN, et aujourd'hui, ils veulent négocier, et c'est la voie de la raison, la voie de la sagesse, et ça devrait être encore plus la voie Emmanuel Macron s'il était malin. S'il avait été malin un instant, il se serait rendu compte de la situation. Et je l'ai écrit dans mon livre sur le chaos ukrainien, un homme politique français de premier plan, comme le président, devait dire « on arrête ». On arrête, nous sommes garants de ces accords de Minsk II, on va mettre la pression sur Kiev et sur Moscou pour qu'ils mettent ces accords en place, il n'y aura pas de guerre et on pourra continuer à faire du commerce et d'entretenir des relations politiques et diplomatiques avec Kiev et avec Moscou. Et tout le monde regardera la France comme le pays qui est capable de ramener la paix en Europe. Au lieu de ça, c'est tout le contraire. On a une France belligérante, malheureusement, comme le sont tous les gouvernements atlantistes en Union européenne aujourd'hui. Enfin, atlantiste, le terme ne va bientôt plus convenir. D'ailleurs, ça fait partie de la question un peu de la fin. Finalement, tout ce qui était atlantiste, et donc qui suivait l'administration Biden aujourd'hui, et on a toujours un État profond qui veut cette guerre, mais vous l'avez bien montré, on a un Donald Trump qui ne la veut plus. Donc, est-ce que c'est encore de l'atlantisme ? Moi, pour l'instant, tant que l'accord n'est pas trouvé, je parle d'atlantisme, parce que et n'oublions pas, je pense que Donald Trump, imaginons qu'il soit sincère sur toutes ses propositions, il faudra une génération, une demi-génération aux Américains
avant de vider le marigot, d'assécher le marigot, comme ils le disent, et de remettre en place des hommes politiques qui veulent vraiment défendre les intérêts des États-Unis. Ce n'est pas encore le cas. On voit encore que Donald Trump est même encore très présent au niveau international. Mais je pense que Donald Trump est un impérialiste, mais ce n'est pas un mondialiste, ce n'est pas un atlantiste. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir comment est-ce qu'il gère l'Union européenne. Il gère l'Union européenne comme des vassaux, comme c'est ce que disait Brzezinski. C'est comme ça que géraient les responsables politiques américains l'Europe, avec beaucoup plus de diplomatie avant. Mais pour l'instant, je pense qu'on peut encore parler d'atlantisme à partir du moment où ce sont les États-Unis qui décident. Là, ce qui serait bien, c'est que les États-Unis prendraient une décision positive pour l'Europe si ça arrivait à se mettre d'accord avec la Russie. Le comble, c'est que les Européens n'arrivent pas à le faire. Et n'oublions pas qu'on n'a pas arrêté de nous dire que l'Europe était nécessaire pour amener la paix. C'était la justification principale de la création européenne après la Deuxième Guerre mondiale. C'était de faire en sorte que les nations européennes, exsangues, détruites après 2 guerres mondiales, ne leur fassent plus la guerre. Et non seulement on fait de nouveau la guerre. Les Européens devaient amener la paix, pas la guerre. Et là, on est dans l'inverse. On a des Européens en Yougoslavie, les Européens étaient responsables. En Ukraine, les Européens sont responsables. Donc, ça montre à tout le monde que ce projet de l'Union européenne est mensonger. Il est mensonger, complètement mensonger, puisqu'il est responsable de ces guerres, il les entretient. Tiens, pendant qu'on est dans la lignée avec le passé, le présent, puisqu'on parlait de l'URSS notamment, eh bien, juste un petit clin d'œil sur ce qu'on a pu voir, pour ceux qui avaient les images, de Sergueï Lavrov qui avait ce suite URSS. Comment vous l'interprétez, vous, Nicolas Mirkovitch? Je pense que pour pas mal de Russes, la guerre froide n'est toujours pas terminée. Et donc, voilà, c'est le clin d'œil. Poutine, en blaguant, avait dit à Trump et Rubio, voilà, Lavrov, c'est l'impérialiste de la bande. Donc, voilà, c'est un clin d'œil, mais ça montre aussi que je pense que, voilà, la fin de la guerre froide, c'est vraiment très mal passé côté russe, et on ne se rend pas compte à quel point c'est important. Et des historiens comme John Mearsheimer aux États-Unis, et d'ailleurs pas mal de spécialistes américains qu'on n'entend malheureusement pas en France, ont parlé de cette frustration de la part des Russes qui ont été vraiment traités comme des malpropres lors de la dislocation de l'URSS. On leur avait promis de ne pas avancer les armées de l'OTAN 1 pouce en échange de la réunification de l'Allemagne. On s'est assis sur notre promesse. Quand je dis on, ce sont les pays atlantistes, les pays membres de l'OTAN, qui ont organisé des révolutions de couleur en Géorgie, en Ukraine, 2 fois, aujourd'hui encore en Moldavie, en Roumanie. Donc, aucun respect. Et que pour beaucoup de Russes, cela a été vécu comme un affront, alors qu'à cette époque-là, en 2000, Vladimir Poutine dit qu'il n'est pas contre intégrer l'OTAN. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de rêve américain, même côté russe. Ouais. Ça y est, on a fini la guerre. On va être à pied d'égalité, on va retravailler ensemble. Et puis tout d'un coup, les Russes se sont rendus compte de ce qu'était le fond de l'atlantisme et de cette politique-là. Et je pense que voilà, c'est ce petit clin d'œil un peu provoquant, mais je pense que... avec quand même peut-être une signification pour la population russe, qui va regarder ces images et qui va se dire finalement on s'impose, on impose notre discours, on est face à face, on ne s'écrase pas face aux Américains. Je sais qu'il y a quelque chose de très important là-dessus pour les Russes, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils votent pour Vladimir Poutine en général. Et puis vis-à-vis des Américains aussi, peut-être en effet, comme vous l'avez dit, de montrer aujourd'hui on est d'égal à égal, en retraçant avec humour cette lignée avec l'URSS et évidemment cette vieille guerre froide. Je ne sais pas comment vous l'interprétez, Frédéric Aiguille. Oui, un peu comme tout ça, avec un côté troll quand même, parce que... un peu quoi, pardon? Un côté troll. Sergueï Lavrov oui. est un très bon troll, et je pense que ça joue aussi. Il y a un côté un peu humour, qui est humour russe, qui est très bien vu, mais où effectivement il y a quelque chose de sous-jacent derrière quand même. C'est un message de dire oui, comme vous l'avez très bien dit, désormais on parle d'égal à égal, et c'est d'ailleurs le sens de ce sommet-là. C'est ce qui s'est tenu là. Il faut savoir, quand vous disiez aussi que c'était un message adressé au peuple russe, il a été bien reçu, parce que figurez-vous que l'entreprise qui a fabriqué le pull, donc l'URSS, CCCP, a dit on est en rupture de stock. C'est-à-dire qu'au lendemain de l'apparition de Sergueï Lavrov avec ce pull-là, ils ont tout vendu en fait. Donc ça a très bien marché auprès du public russe qui a trouvé ce petit moment assez intéressant, qui a bien accroché. Mais oui, donc enfin on est voilà, donc dans cette vraiment discussion aujourd'hui d'égal à égal, et où c'est vraiment signifié qu'on est en train de remettre les choses à plat, de la même manière qu'on les a remises à plat au moment de la fin de la guerre froide. On les remet aussi à plat ici. C'est-à-dire que vous savez, l'ordre fondé sur les règles, comme aiment bien le dire les Américains, c'est-à-dire l'ordre d'après la Seconde Guerre mondiale et d'après la guerre froide, l'ordre fondé sur les règles sur lesquelles se basent les États-Unis.
où ils adaptent évidemment toujours les règles comme ils veulent, mais en revanche, les autres sont obligés de respecter les règles qu'eux édictent à chaque instant. C'est-à-dire que c'est une façon de fonctionner fondamentalement injuste. C'est ce système-là aujourd'hui qui prend fin, en fait. Et c'est, encore une fois, cette discussion qui s'est tenue au-delà de la simple question ukrainienne, qui n'est pas une question simple, mais qui est évidemment une vaste question, mais la discussion va bien au-delà. C'est-à-dire qu'on est vraiment en train de redéfinir l'architecture sécuritaire de la planète, dans lesquelles il va falloir intégrer les BRICS, dans lesquelles il va falloir intégrer voilà, Oui. quelles vont être les relations internationales de demain. Tout ça est en train d'être défini. Les États-Unis ne seront plus le seul maître du jeu, ou alors les États-Unis, mais pas seulement les États-Unis. Cet État profond mondialiste ne sera plus le seul maître du jeu. Et c'est ça dont on discute. Et c'est pour ça que les discussions sont complexes. Et c'est pour ça que le camp de la guerre, représenté par Emmanuel Macron et von der Leyen, ne va pas du tout lâcher l'affaire aussi facilement. C'est vrai on n'est pas encore au bout de nos peines. C'est un long processus qui est en cours, quoi. Ouais. Juste un petit correctif, vous avez dit CCCP. Quand on lit évidemment avec l'alphabet russe, c'est CCCR. Pour Oui, pardon. Razia. Non, mais je sais très bien que vous le savez. Mais bon, voilà, comme ça. Alors, allons sur la conclusion et l'ouverture, ce que vous avez commencé à faire, Frédéric Egui. Évidemment, comment ça va se passer maintenant? Aucune partie ne voudra lâcher l'affaire. Et donc, est-ce qu'on finalement on va continuer cette guerre encore 1, 2, 3 ans, ou y a-t-il quand même des éléments qui vont faire que, comme on l'a dit d'ailleurs, le fait que les Américains arrêtent de financer, tout simplement, est-ce que ça va de toute façon mener à la fin d'une guerre, mais avec peut-être à chaque fois, en décalant ces négociations, eh bien, une partie plus gagnante encore pour les Russes? Je ne sais pas. Enfin, comment vous voyez les choses, Nicolas Birkovitch? Moi, je pense que ça peut partir dans plusieurs directions. Les États-Unis, déjà, acceptent des conditions de discuter avec la Russie. D'accord? Donc, comme l'a dit Frédéric Egui au début, le grand paria détestable, méchant, Ouais. qui allait manger tout le monde, discute avec. C'est la fin enfin, c'est une dédiabolisation, c'est la fin de la diabolisation. Clairement une dédiabolisation. Donald Trump qui applaudit sur le tarmac, qui va accueillir Vladimir Poutine sur le tarmac. N'oublions pas que ça, c'est pas du Qui tout une tradition l'applaudit, ouais, américaine. c'est vrai que... C'est un premier point très important et qui a été, je pense, loué par le camp de Donald Trump, qui a été pas mal secoué avec les aventures de Trump au Moyen-Orient, entre autres. Donc ça, c'est un premier bon point. Ils ont négocié. Trump a dit qu'il acceptait la position russe de signer un accord définitif et pas de mettre en place un cessez-le-feu. Mais ça, n'oublions pas que, comme on l'a dit tout à l'heure, Macron voulait le cessez-le-feu, Zelensky veut le cessez-le-feu. Oui, l'Europe voulait le cessez-le-feu, oui. La dernière fois que les Russes ont fait un cessez-le-feu lors des accords de Minsk II, eh bien, on le sait, mais non, puisque François Hollande, Angela Merkel et même l'ancien président ukrainien Petro Poroshenko ont tous dit qu'ils ont profité du cessez-le-feu pour s'armer. Donc, les Russes ne veulent absolument pas de cessez-le-feu, ils veulent la paix. Il le dit. Donald Trump a encore dit il y a quelques, je pense hier, ou en tout cas ce week-end, que la balle était dans le camp de Zelensky et qu'il pouvait mettre un terme à cette guerre tout de suite. Mais non, c'est que Trump est volatile. On va voir ce qui se passe. Et ça peut partir dans beaucoup de directions. Je pense que les États-Unis veulent vraiment sortir de cette guerre. Ils ne déploieraient pas autant d'efforts. C'est pas dans la tradition américaine de faire ça. Ils ont fait la guerre dans le monde entier, plus de 500 depuis 1776. Donc, ils pourraient continuer. Je pense qu'ils veulent mettre une fin parce que c'est un sparadrap dont ils n'arrivent pas à se défaire et ils ont d'une autre stratégie géopolitique. Ils ont négocié avec les Russes. Et on va voir, Trump va imposer ça aux Européens. Alors, est-ce que ça va être comme les 5% du PIB pour leur budget de défense pour l'OTAN, comme il avait fait quand il est arrivé aux Pays-Bas il y a quelques semaines? Il leur dit, mais non, c'est 5% du PIB. Et tout le monde a dit oui, comme d'un seul homme. Et le secrétaire général de l'OTAN, a même traité Donald Trump de daddy, papa. Et est-ce qu'il va arriver à faire ça? Ou alors, donc du coup, ça serait plutôt positif pour la paix et ça montrerait que les Américains continuent à avoir cette vision impérialiste et que les Européens décident et l'atlantisme est tout à fait vivant, sauf que il a changé de nature, il est prêt à négocier avec la Russie et le monde multipolaire qui advient. Ou alors, ce qui pourrait arriver, c'est qu'aussi les Européens disent, bah non, nous, on n'est pas d'accord, on va continuer à soutenir Zelensky. Et donc, les Américains vont se retirer. Donald Trump va dire, mais écoutez, moi, j'ai fait tout ce que je pouvais. Moi, je vais me retirer parce que cette guerre ne m'intéresse pas. J'ai une autre stratégie. Les Européens prendraient le relais. Et là, en effet, Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen nous diront pique et pan tout le mal qu'ils pensent de la Russie, de tout le mal que ça représente. Tout ça pour lever 800 milliards d'euros de fonds qu'ils vont donner ensuite à leurs petits copains du complexe militaire industriel. Et pendant qu'on part de la guerre et pendant qu'on envoie des soldats français peut-être se faire tuer en Ukraine, eh bien, on ne parlera pas des niveaux catastrophiques de l'éducation, de la santé, du chômage, de la société française. Et ça, c'est possible aussi, ce qui serait
Et la d'ailleurs, pire des pardon, solutions. un élément là-dessus intéressant qu'on peut déjà noter dans les commentaires médiatiques, c'est qu'on passerait d'une dédiabolisation, comme on a pu le dire, de Vladimir Poutine à une diabolisation double de Vladimir Poutine et de Donald Trump, ce qui était déjà le cas, mais là, Oui. qui pourrait se renforcer en disant voilà les grands méchants, mais nous, Européens, nous sommes différents. En Bien gros, sûr, ils ont mais le monde négocié entier, entre je eux. peux vous dire, nous voit comme l'empereur nu, parce que quand on parle du monde, n'oublions pas que nous représentons quelques centaines de millions sur une planète de plusieurs milliards. Donc, au bout d'un moment, il va falloir quand même qu'on redresse la tête et qu'on arrête cela, parce qu'on n'a pas, avant, là, on disait qu'on n'avait pas de pétrole, mais on avait des idées. Aujourd'hui, on n'a pas de pétrole, on a des mauvaises idées, quoi. Or, pour redresser la France, il faut de bonnes idées. Il va falloir quand même un peu de pétrole ou en tout cas d'énergie à un moment à utiliser à bon escient. Et aujourd'hui, on est en train de couler. Nous sommes le Oui, mais Titanic. qui veut Et en redresser train la de- France? Ça, c'est encore un autre débat, Clémence. Il va falloir faire une autre réunion parce que Ouais. du coup, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on voit que la France, qu'elle soit soumise aux États-Unis avant sous Biden ou qu'elle soit soumise à Ursula von der Leyen aujourd'hui à l'Union européenne, ne prend que des mauvaises décisions. Nos indicateurs économiques et politiques sont au plus bas et sociaux. Et aujourd'hui, on est en train de pousser vers la guerre alors qu'on n'en a pas les moyens. On n'en a pas l'envie. Je fais pas mal de conférences. Je parle tout le temps, quasiment. J'ai au moins un ou plusieurs militaires qui viennent, qui me disent tous qu'on est en train de leur faire de la propagande pour une guerre contre la Russie, pour leur dire que la Russie va nous envahir. Et tous me disent, en tout Qui cas leur ceux fait de qui la viennent à propagande? mes conférences, me disent qu'ils ne veulent pas se battre, qu'ils ne sont pas rentrés dans l'armée française pour se battre pour Kramatorsk, Mais qu'ils qui leur veulent fait de la paix. propagande? L'armée française. L'armée française L'armée pousse française. les militaires à- Et bien sûr, on a formé des soldats ukrainiens et on leur explique pourquoi. Mais je l'ai vécu, vous savez aussi, dans ces mêmes conférences, j'ai des soldats qui ont participé, des anciens soldats pour la plupart, qui ont participé aux opérations de Yougoslavie. Et je peux vous garantir que j'aurais pu écrire un livre avec des centaines de témoignages de soldats français qui m'ont dit pardon. Ils n'avaient pas à dire pardon à moi, ils étaient manipulés, mais ils m'ont tous dit, avant d'arriver en Serbie, on m'avait dit que les Serbes étaient d'affreux tortionnaires qui menaient un génocide. Et on leur a lavé le cerveau. Et c'est normal, c'est comme ça que vous faites la guerre. Et c'est détestable, c'est horrible. Et on est en train de faire la même chose. Ils sont en train de travailler les cerveaux de ces jeunes pour leur dire non, notre grand ennemi, c'est l'armée russe. Mais si vous demandez aux Français dans la rue qui est son grand ennemi ou quels sont les problèmes qu'ils rencontrent aujourd'hui, personne ne va vous parler des Russes. C'est ça ce qui est navrant dans cette situation-là, c'est que c'est encore la propagande, et évidemment, et c'est une recette vieille comme le monde, de faire croire, de trouver le bouc émissaire. Le défunt René Girard aurait pu parler des heures. Les soldats français sont-ils dupes aujourd'hui de ça? Sur l'armée russe? Vous savez, c'est toujours la même chose. Ce qu'ils me disent, c'est qu'au niveau des officiers, c'est à peu près moitié-moitié. Je ne sais pas si c'est le bon chiffre. Il y a une partie, celle qui s'instruit, celle qui suit l'actualité, n'est pas dupe. Mais après, si vous voulez monter, en revanche, les généraux, tous ceux qui sont placés et qui n'ont pas été placés par hasard, répètent ce qu'on leur dit. Et ils sont quasiment tous C'est pour ça qu'ils sont attentifs. placés. Ouais. C'est pour ça qu'ils sont placés. C'est un cercle vicieux. Et en bas de l'échelle, ceux qui iront mourir, parce que ce n'est pas les généraux, toutes ces personnes qui sont attentistes, qui vont aller se battre, ces gamins qui sont dans l'armée, qui sont rentrés dans l'armée pour défendre la France et les intérêts de la France, on revient sur ce sujet qui avait été évoqué par Frédéric Ebouy au début, eh bien, ces personnes qui sont prêtes à sacrifier leur vie pour les intérêts de la France vont sacrifier leur vie pour des fonds de pension américains ou pour des politiciens français qui n'ont cure de ce qui se passe en Ukraine, qui ont tout fait pour qu'il y ait la guerre en Ukraine et qui, pire, vont s'enrichir sur la guerre en Ukraine. Parce que c'est ça ce qui est important. S'ils veulent la guerre en Ukraine, c'est non seulement pour nous faire oublier leur gestion catastrophique politique actuelle, mais c'est aussi pour s'enrichir. Parce que s'ils lèvent des fonds pour faire la guerre, il y a des entreprises qui vont en bénéficier. Qui vont en bénéficier? Ceux qui appartiennent les grands médias, ceux qui vont profiter de la guerre. Quand on parle de 800 milliards, c'est beaucoup d'argent. Donc je pense que c'est un jeu qui est diabolique, c'est un jeu qui est pervers et qui est suicidaire parce qu'on en sortira perdant. N'oublions pas que même Marco Rubio, secrétaire d'État américain, le dit, la Russie est une des plus grandes puissances nucléaires. Vous pensez que pendant 5 secondes, les Russes ils vont se battre encore aux soldats d'infanterie pendant longtemps si jamais l'OTAN, ou en tout cas les pays membres européens membres de l'OTAN entraient en lice. Donc il faut être raisonnable. Et tout ça est contre-productif, d'autant plus que, on le rappelle, la Russie a réussi à contourner l'Union européenne. L'Union européenne pensait qu'elle était indispensable. Malgré toutes les sanctions, la Russie fait maintenant du commerce avec l'Asie, avec l'Afrique, avec l'Amérique du Sud, même avec les États-Unis. Oui. Et nous, on est encore obligé d'acheter du pétrole russe, sauf qu'il n'est pas russe, il a été né par les Indiens. Donc, est-ce que vous imaginez l'hypocrisie de la situation européenne, la folie?
Et on le paye plus cher, du coup, évidemment, parce qu'il y a Évidemment. intermédiaires. Frédéric Aiguille, votre analyse finale. Oui, bah écoutez, moi je suis convaincu de la même manière. Les Européens céderont pas en fait. Ils sont aujourd'hui dans une logique qui est scalée et ils vont pas s'arrêter. Et je pense pas. Le problème, c'est que vous parliez du coup de double dédiabolisation et qu'on va diaboliser Donald Non, Trump. double diabolisation, dans Oui, ce cas-là. pardon, Ouais. double diabolisation, excusez-moi, et qu'on va diaboliser Donald Trump. Ouais. Alors oui et non, parce que le problème pour les atlantistes ou pour les mondialistes, appelez-les comme vous voulez, c'est que les États-Unis restent le patron de l'OTAN et que l'OTAN est leur bras armé et que c'est compliqué malgré tout. On voit bien, hein, regardez comment fonctionne Mark Rutte avec Donald Trump. Voilà, vous l'avez dit, il se fait appeler Daddy, il se fait appeler. Même s'ils ont des relations complexes, tout le monde est imbriqué en fait. Tout le monde est imbriqué, donc ça va pas être aussi simple pour eux, mais en revanche, ce qui, à mon sens, va se passer, c'est que oui, effectivement, Donald Trump va prendre du recul vis-à-vis de tout ça, les États-Unis vont prendre du recul vis-à-vis de tout ça, mais ce qui ne va pas l'empêcher de continuer à vendre des armes à l'Ukraine via l'Europe. C'est-à-dire que c'est l'Europe qui va acheter, et c'est un sujet qui vient de plus en plus sur la table. Le chancelier allemand est extrêmement enthousiaste à cette idée-là. Donc, bah, très bien. Donc, on va continuer à financer l'Ukraine avec des armes américaines qu'on va acheter via l'Europe, on va acheter nous avec nos impôts, et on va continuer jusqu'au bout, jusqu'à ce que l'Ukraine s'effondre, et on s'effondrera évidemment avec, parce que in fine, la fin du chemin, ce sera l'effondrement de ce système-là et du peu de gens qu'il en reste aujourd'hui qui sont représentés par Emmanuel Macron et von der Leyen. Mais est-ce qu'on va pouvoir durer Steinmeier. encore longtemps comme ça, sachant que là, Bon, ça peut. Nicolas Mirkovic nous l'a dit de manière schématique, mais en gros, il y avait 50% d'aide américaine, 50% d'aide européenne. Si on enlève les 50% d'aide américaine, ça va forcément durer moins longtemps. Ou Oh, ça va durer longtemps. Non, non, vos impôts vont augmenter, vous paierez plus et vous serez content ou pas content. Et puis on verra. Et puis le jour où les Français seront plus contents, on il y aura a des marre. limites quand même. Hein. Ouais. Ben, il y a des limites, on verra. Regardez ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, regardez ce qui s'est passé. C'est comme ça que ça va se passer. C'est-à-dire que vous voyez bien on est dans un cercle infernal qui ne s'arrête pas et ils n'ont aucune intention de s'arrêter. Moi, je ne vois pas du tout Emmanuel Macron céder sur quoi que ce soit et je ne vois pas du tout, pas plus que les autres, hein, pas plus que Starmer ou Merz. Et je dis ces noms-là, si vous voulez, mais ces noms-là seront remplacés par d'autres. Ce sera Édouard Philippe ou ce sera n'importe qui d'autre. Ça sera remplacé Oui. par un système. Le système est ce qu'il est et ce sont des gens issus de ce système. Vous parliez de l'armée française, du fonctionnement de l'armée française et de voir que tous les généraux, tous les 5 étoiles, ce sont des généraux qui sont soumis à l'OTAN, bah, c'est pareil en politique, c'est pareil à peu près partout. On a un système aujourd'hui qui promeut ces gens-là, et donc il s'auto-nourrit, donc ça va pas s'arrêter tant qu'il n'y aura pas un changement majeur. Maintenant, sur la question de Donald Trump, il est dans une position plus complexe, parce que ses alliés, malgré tout, restent l'Union européenne, et il voit bien, il a noté, j'étais au sommet des BRICS à Rio, donc début juillet, il a noté, il a vraiment spécifiquement noté la guerre contre le dollar comme un problème. Or, les BRICS cherchent à s'émanciper du dollar, ça c'est une constante et qui ne va pas changer. Et donc, il est vraiment dans une situation inconfortable où aujourd'hui, regardez ce qu'il fait vis-à-vis de l'Inde. C'est-à-dire qu'il a émis des tarifs, ou en tout cas la menace de tarifs substantiels vis-à-vis de l'Inde, vis-à-vis des produits agricoles indiens. Mais aussi, il a menacé l'Inde de sanctions parce que justement l'Inde achetait du pétrole russe. Donc, on est en train de jouer ce jeu-là. Ce qui là est vraiment, à mon avis, un bluff difficilement tenable par Donald Trump parce qu'il n'a pas les cartes pour pouvoir le suivre. C'est-à-dire que les autres pays du reste du monde, il espère qu'ils vont se coucher. Mais aujourd'hui, les BRICS, à mon sens, et donc ça, encore une fois, l'avenir le dira, n'ont absolument aucune intention de se coucher, quelles que soient les menaces qui soient émises contre eux. L'Inde aujourd'hui n'a absolument pas cédé. Or, l'Inde est vraiment, on va dire, peut-être le partenaire le plus fragile des BRICS parce qu'ils n'ont pas envie de voir le yuan chinois remplacer le dollar, donc ils sont très méfiants vis-à-vis de la Chine, et donc ils sont assez proches finalement des États-Unis. Malgré tout, quand les États-Unis ont prononcé ces menaces, Modi a dit on ne cédera absolument pas aux menaces, on va défendre notre agriculture et on continuera à acheter du pétrole russe. Donc voilà, on est dans cette situation, dans ce match-là où on est dans vraiment une situation chaotique, difficile de voir ce qui va en sortir, difficile Ouais. ce qui va en sortir du côté américain, parce que finalement, c'est là où il y a le plus d'inconnus du côté européen. Et puis il y a les midterms qui arrivent dans un an. Voilà, Rappelons oui, que le mandat de Donald Trump est quand même relativement court, 4 ans. Exactement. Donc la dernière année, il ne peut pas faire grand-chose. Il ne veut pas se représenter puisqu'il a déjà été élu. Donc on Exactement. est Et dans qui une arrivera situation... derrière. Et oui.
Est-ce que ce sera de nouveau les démocrates? Est-ce que dans ce cas-là, c'est déjà ce que visent finalement les Européens, c'est-à-dire se dire Oui, bien sûr. tenons le coup jusqu'au retour d'un Biden bis, quoi. Oui, tout à fait, tenons le coup, mais encore une fois, pourquoi? C'est-à-dire, c'est pour s'écraser dans le mur. C'est-à-dire que la finalité, elle change pas, hein. Ouais, C'est-à-dire ouais, qu'on ouais, ouais. à continuer comme ça, on va s'écraser dans le mur. Il y a pas de, enfin, il y a pas de, il y a pas, c'est mathématique, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a aucun moyen de renverser la tendance et de revenir, parce que ce qu'ils souhaitent, c'est revenir au monde d'avant, en fait. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, qui se présente comme le nouveau monde, il ne fait que défendre le monde d'avant et souhaite revenir au monde d'avant comme la façon dont il était géré. Et ça, c'est absolument impossible avec l'émergence du monde multipolaire, de la Chine, de l'Inde, de la Russie. Tous ces pays-là n'ont aucune intention de se laisser soumettre comme on l'a été, comme le monde l'a été sur les 50 ou 70 dernières années. Donc, il y a vraiment une nouvelle donnée, ces nouvelles données-là à prendre en compte. Donald Trump les prend en compte, les Européens ne les prennent pas en compte, n'ont visiblement aucune intention de les prendre en compte, en tout cas les dirigeants actuels. Oui. Donc nous, on va s'effondrer, on va s'écraser. Oui, Puis, en fait, on s'écrase, on fonce dans le mur, comme vous dites, mais la question aujourd'hui, c'est l'agonie. Combien de temps durera l'agonie, quoi? voilà, à peu près. C'est exactement. Pour pouvoir construire quelque chose derrière, il faut espérer. Bon, eh bien, on va rester sur la note d'espoir de Frédéric Aiguille. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux. Frédéric Aiguille, je rappelle votre Substack chronique d'un effondrement, justement. On y est, hein, décidément. Et puis, Nicolas Mirkovitch, merci encore. Je rappelle L'Amérique Empire aux éditions Temporis ou Le chaos ukrainien. Merci beaucoup à tous les deux et à très vite, évidemment, sur Toxa.